Denis a beaucoup travaillé sur la question du compte carbone depuis les assises du climat, mais c'est aussi le spécialiste des énergies renouvelables. Comme moi, je me préoccupe aussi de la rentabilité, quand on refait la toiture ou quand on refait les isolations des maisons, comment ça se passe, mais la rentabilité est une chose qui est importante. Denis, quel est ton point de vue? Oui, bonjour. Parle assez fort. Donc, je vais tout d'abord préciser comment je suis arrivé à connaître le compte carbone. Il y a un an, j'ai entendu parler des assises du climat et donc j'ai compris quelle était la théorie. Et en particulier, il y avait un point qui était important dans cette théorie, qui est que le compte carbone est un moyen, comme la taxe carbone, de donner un prix au carbone, de donner un prix aux émissions de carbone et que ce prix soit uniforme dans l'espace et d'un secteur à l'autre. Donc, avec la justification que ça permet une allocation optimale des efforts et une allocation optimale des ressources rares. Mais j'avais envie de faire passer un message qui est que ce n'est pas toujours vrai. Et il y a un exemple qui est très important, qui est l'exemple pourquoi aujourd'hui le photovoltaïque peut être une solution tout à fait pertinente à un très grand nombre de nos questions. C'est parce qu'un jour, quelqu'un n'a pas du tout agi par un prix du carbone. Quelqu'un, c'est-à-dire l'Allemagne après Fukushima, a passé des commandes absolument massives à l'industrie photovoltaïque. Ça lui a permis de devenir très grande et, étant très grande, d'avoir des prix très bas. Et aujourd'hui, le photovoltaïque n'a plus besoin d'être subventionné dans un très grand nombre de points du monde où il y a assez de soleil, alors qu'auparavant, elle était dans le cercle vicieux opposé. C'est-à-dire, elle était petite, ses prix étaient élevés, elle avait besoin d'être subventionnée, et comme elle avait besoin d'être subventionnée, personne n'avait envie de la développer. Voilà, donc je suis arrivé il y a un an dans ces assises du climat en voulant faire passer ce message, puis en même temps j'ai entendu tout ce qui s'est dit par ailleurs, et tout le reste m'a absolument convaincu. Donc aujourd'hui je suis tout à fait convaincu, alors qu'au début, d'un point de vue un peu critique sur le compte carbone, puisque tout le reste me semble tout à fait pertinent. Alors ensuite, quelle est la relation entre le compte carbone et les énergies renouvelables? Est-ce que c'est favorable? Est-ce que c'est défavorable? Eh bien, je vais dire ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que le compte carbone, ou de même qu'un le fait de fixer un prix à la tonne de carbone, c'est quelque chose qu'on appelle agnostique. C'est-à-dire qu'on peut derrière y répondre de la manière qu'on veut. Si la société dans son ensemble, la société civile, les représentants politiques, élus, etc., ont très envie de faire énormément de nucléaire parce que c'est décarboné, eh bien effectivement, tout le monde achètera son électricité, des produits fabriqués à partir de l'électricité, sans avoir besoin de payer de points de carbone, et tout le monde sera content pour ça. Si tout le monde a envie de faire beaucoup de nucléaire, si tout le monde a envie de faire énormément de sobriété, bah, plus personne n'achètera plus rien, et donc plus personne ne payera de compte carbone, et puis on arrivera aussi à satisfaire l'obligation de résultat. Et puis, troisième possibilité, si tout le monde préfère faire beaucoup d'énergie renouvelable, alors il y aura des commandes importantes qui seront passées au secteur des énergies. Ça se développera beaucoup. Et de la même manière, comme les énergies renouvelables sont à peu près neutres en carbone, eh bien, il n'y aura pas, les utilisateurs n'auront pas non plus beaucoup de points de carbone à débourser et tout le monde sera content aussi. Donc, il y a au moins ces trois possibilités et le compte carbone est agnostique, c'est très bien parce que ça laisse la démocratie à la société civile, aux élus, de décider ce qui est vraiment le choix une fois qu'on a décidé de décarboner. Le premier choix, c'est de décarboner. Le deuxième, il y a en gros ces trois moyens-là. Voilà. Alors, j'ai dit les énergies renouvelables sont à peu près neutres en carbone. Alors, tout le monde connaît la critique qui est faite sur les panneaux photovoltaïques qui seraient fabriqués en Chine avec beaucoup d'électricité faite à partir de charbon. Un intérêt du compte carbone, c'est que ça permet de poser des chiffres précis là-dessus. C'est-à-dire que, alors les chiffres, c'est qu'un panneau photovoltaïque rembourse en un an, s'il est bien ensoleillé, l'énergie qui a servi à le fabriquer, puis ensuite, il y a 29 ans gratuite. Donc, non, il est plutôt positif. Mais le compte carbone permettra à chacun de payer vraiment, d'avoir à contribuer en points de carbone exactement à la hauteur de ce que ça a coûté, soit si le panneau a été fabriqué en Europe et qu'il est suivi en traçabilité carbone, soit s'il a été fabriqué ailleurs que l'Europe et qu'on lui impose par l'ajustement aux frontières qui est prévu. Donc dans les deux cas, ça ne sera plus un argument en l'air, un argument fantasmagorique, ça sera un argument réel fondé sur des quantités de carbone réellement émises. Voilà. Et j'en profite, un dernier point à partir de cet exemple qui soulève un point théorique dans le fonctionnement du compte carbone. Donc vous avez compris qu'un panneau photovoltaïque, ça émet du carbone quand c'est fabriqué, ensuite on l'a pour 30 ans. Est-ce qu'il faut, comme en comptabilité, considérer ça comme un investissement? Et est-ce qu'un investissement, il faut un traitement comptable particulier qui consisterait à l'étaler sur 30 ans
Donc c'est une question théorique qui est très importante pour le compte carbone. Il y a des arguments qui sont pour imposer par des règles comptables très précises un étalement sur 30 ans sur toute la durée de n'importe quel investissement. Donc il y a des arguments pour imposer ça aux gens. Et puis l'autre alternative, c'est pas de l'interdire, c'est de laisser tout le monde libre. Et à partir du moment où quelqu'un est libre, soit d'étaler son carbone sur 30 ans, soit de le payer tout de suite pour la totalité, les gens, s'ils sont libres, ils vont choisir de le payer tout de suite, parce que l'idée, c'est d'avoir une enveloppe globale dans le cadre de l'obligation de résultat qui diminue de 6% par an. Donc le carbone va devenir de plus en plus rare, de plus en plus cher, et qu'un agent économique rationnel, il va préférer payer son carbone dans la totalité, pas très cher au début de la mise en place du système, plutôt que d'attendre la fin de la période. Donc, mais il y a aussi des arguments pour dire on voudrait imposer aux gens de l'étaler. Je le signale, c'était un exemple à partir des panneaux photovoltaïques. Je vous remercie. Sur l'étalement, on a… Merci Denis. Sur l'étalement, justement, on a bien travaillé avec Laurent Kermel. Je ne sais pas si on va pouvoir faire une relation à distance tout à l'heure, parce que vous pouvez trouver sur le site de agencecarbone.fr le mécanisme d'étalement, pour dire qu'il va bien falloir qu'on gère les investissements et tout cela. Sur le site d'Agence Carbone, en fait, moi je représente plutôt l'Agence Carbone dans son concept pour dire qu'il nous faut vraiment une démarche d'agence paritaire plutôt qu'une démarche de Bercy ou autre, mais dans cette façon on a le moyen de… Donc, je vous recommande d'aller visiter les deux sites comptecarbone.cc, allocation climat aussi, l'alliance qui va avec et l'agence carbone qui va avec, qui vous donne plus de détails.